Il faudra du nucléaire comme énergie de transition. On pourrait interroger les 30% de taxes aujourd'hui prélevées par l'État sur les factures d'électricité. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui les plus rentables. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est l'énergie la moins coûteuse. Si on n'avait pas eu ce marché européen de l'électricité, on aurait eu des blackouts. Les principales têtes de liste aux élections européennes ont eu l'occasion de confronter leur vision en matière d'énergie lors de 2 débats télévisés. Maxime Aublard, ingénieur en physique nucléaire, revient sur certaines affirmations. La réalité, ce que nous demandent les scientifiques, c'est pour respecter l'accord de Paris, qui est l'engagement international que nous avons pris, de réduire de 75% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et de 95% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Eh bien, personne autour de la table peut me dire que c'est grâce au déploiement du nucléaire qu'on va réussir à tenir ces objectifs. Réflexion simpliste et très contestable dans le cas de la France, et des pays dont la principale source de gaz à effet de serre ne concerne pas la production d'électricité, mais d'autres secteurs comme le transport ou l'industrie. Dans la course contre le réchauffement climatique, il ne s'agit pas là d'un sprint, mais d'un marathon. Il faut certes agir à court terme avec la plus grande efficacité possible, comme remplacer les centrales à charbon par des énergies renouvelables intermittentes dans une part raisonnable du mix électrique, parce que 1, c'est très rapide à faire, et 2, pas très contraignant sur la gestion de l'équilibre du réseau. Mais il faut aussi et surtout préparer le long terme. Et le nucléaire en fait évidemment partie pour combler les limites physiques intrinsèques aux énergies renouvelables intermittentes. Donc faire le choix idéologique de ne considérer que le premier est tout sauf écologiste. De plus, nous concernant, la France, nous n'avons pas besoin de remplacer massivement des moyens de production d'électricité puisque notre électricité est déjà essentiellement décarbonée. Nous avons surtout à accompagner l'augmentation de la puissance du parc nucléaire pour se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles, surtout les hydrocarbures, notamment dans les domaines du transport et de l'industrie. Les temporalités en France sont donc plus permissives que dans d'autres pays et donc totalement compatibles avec une logique de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il faudra du nucléaire comme énergie de transition et un mix purement renouvelable et aujourd'hui inaccessible. Mais pourquoi juste de transition ? Pour rappel, l'énergie nucléaire est l'énergie qui a le moins d'impact environnemental au monde et l'une des énergies qui a le moins d'impact sanitaire également, l'une des énergies ayant le meilleur taux de retour énergétique, avec une ressource en uranium abondante et présente sur les territoires français, à condition d'utiliser la technologie de réacteurs de 4e génération sur générateur, que l'on aurait d'ailleurs déjà en France si les socialistes, avec la complicité des écologistes, n'avaient pas participé à l'arrêt total de l'ambition du programme nucléaire français en la matière. Et le nucléaire est également la source d'énergie qui produit l'une des électricités les moins chères au monde, et elle serait encore moins chère si la France était encore un pays industrialisé, car ce dont souffre le nucléaire aujourd'hui en France, ce n'est pas de contraintes physiques indépassables ou de défis technologiques majeurs, mais bien une désindustrialisation massive entraînant une perte de savoir-faire. En somme, clamer que le nucléaire ne sera qu'une énergie de transition est aussi arbitraire que de fixer une limite de la part du nucléaire à 50% dans le mix électrique. Le fonctionnement actuel du marché et le fait de créer artificiellement un marché en obligeant EDF à vendre une partie de sa production aux concurrents, mais aussi on pourrait interroger les 30% de taxes aujourd'hui prélevées par l'État sur les factures d'électricité. En effet, EDF doit mettre à disposition de ses concurrents aujourd'hui à peu près 30% de sa production nucléaire. Il s'agit là de l'Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique, fixé à 42 € par mégawattheure, un prix bien plus bas que le coût de production actuel de l'électricité nucléaire. Pourquoi 42 ? Parce que pas 43, comme l'a cyniquement dit le directeur de la commission de régulation de l'énergie lors d'une audition à l'Assemblée nationale en 2019. Un poison qui grève entre 3 et 4 milliards d'euros de l'endettement d'EDF, selon un rapport parlementaire de 2021. J'irai même plus loin que Marion Maréchal en ajoutant qu'en 2019, avec un zèle dépassant l'entendement, cette même commission de régulation de l'énergie revoit le calcul du tarif réglementé d'EDF pour l'aligner sur les coûts de ses concurrents afin de faciliter leur développement. Cela ne consiste plus alors, comme on nous l'avait promis, à instaurer la concurrence pour faire diminuer les prix, mais à augmenter les prix pour permettre la concurrence. Concernant le tarif de l'électricité pour le consommateur final, ce prix se décompose à peu près en un tiers. Premier tiers, la fourniture d'électricité, essentiellement la production. Deuxième tiers, l'acheminement de l'électricité par les réseaux publics, de transport et de distribution. Et enfin, dernier tiers, les taxes et contributions diverses. On y retrouve
notamment la TVA, évidemment, 5,5 sur l'abonnement, 20% sur la consommation d'électricité, mais aussi, et cela pour 11% du total, la contribution au service public de l'énergie, qui concerne essentiellement les subventions aux énergies renouvelables intermittentes, que sont notamment l'éolien et le photovoltaïque, en leur garantissant un tarif de rachat fixé par les pouvoirs publics. Si on n'avait pas eu ce marché européen de l'électricité, on aurait eu des blackouts, ça veut dire des coupures d'électricité. Est-ce qu'il nous arrive en France d'importer de l'électricité en provenance de nos voisins européens? Oui. Est-ce que le prix de l'électricité importée est fixé sur le marché européen de l'électricité actuel? Oui. Mais est-ce qu'il y a besoin de ce marché pour pouvoir fixer les prix et importer cette électricité? Non. Ce qui nous permet de faire des importations d'électricité et même des exportations, ce sont les lignes électriques physiques transnationales, les câbles qui traversent les frontières et qui existaient et qui existeront avec ou sans ce marché européen de l'électricité. Et la preuve en est, le Royaume-Uni a réalisé son Brexit et pour autant il continue d'importer et d'exporter de l'électricité avec la France grâce à la ligne électrique transfrontalière qui existe sous la Manche. Échanger l'électricité avec nos voisins a permis à la France, notamment l'hiver dernier, d'éviter les blackouts, mais ce n'est pas intrinsèquement grâce à ce marché européen de l'électricité. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui les plus rentables. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est l'énergie la moins coûteuse. Il s'agirait de savoir de quoi on parle. De coût, coût de production, coût marginal, ou bien d'une rentabilité, la rente inframarginale, la rentabilité d'un investissement, avec ou sans subvention. Si on prend le coût de production complet, donc celui qui intègre également les modifications du réseau électrique pour permettre l'intégration des énergies renouvelables intermittentes et avoir une production pilotable de ces dernières. Alors le nucléaire a un coût de production souvent meilleur, voire parfois équivalent à l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Si on parle de rentabilité pour le producteur, forcément que les énergies renouvelables intermittentes sont meilleures, elles sont subventionnées avec un tarif de rachat garanti, quand EDF doit brader un quart de sa production nucléaire à un prix inférieur à son coût de production. Mais la rentabilité de l'investissement pour le producteur ne fait pas forcément baisser les prix pour le consommateur final. Sur cette question, il a commencé son premier mandat en fermant Fessenheim, c'était pas sa décision, mais il l'a fait. Est-ce qu'il a tardé ensuite à remettre le nucléaire en haut de la pile des priorités? Selon l'autorité de sûreté nucléaire, cette centrale était l'une des plus exemplaires en termes de sûreté nucléaire dans le pays. Cependant, suite à la décision arbitraire et techniquement infondée de sa fermeture, les travaux importants pour s'aligner sur les exigences de sûreté post-Fukushima n'ont pas été réalisés à la demande d'EDF pour éviter de gaspiller de l'argent dans une centrale condamnée à mort. Si c'est la raison de sécurité prétextée par Madame Hayé, alors elle nous fait la magnifique démonstration d'un paralogisme en inversant la cause de la conséquence et en s'en servant d'arguments fallacieux. C'est bien la décision de fermer la centrale de Fessenheim qui a induit une dérogation sur sa mise aux normes de sécurité et pas l'inverse.